Sabah al-Khair, merci de nous rejoindre dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Nous sommes le 26 février, mesdames, messieurs. Une journée qui s'annonce un petit peu ensoleillée. Je trouve que quand même le ciel est un peu couvert ce matin. On verra le détail de la météo tout à l'heure avec Amal Laribi, qui sera suivi aussi de Nejma Haraj pour un point d'actualité. Elle reçoit aujourd'hui un représentant, plutôt un participant, à un événement qui touche à l'agriculture. Il s'agit de Jazz Agro 2019, donc cette nouvelle édition de Jazz Agro. Nous la mettrons également en valeur à travers la présence d'un second invité qui viendra lui en qualité de représentant de la Chambre de commerce algéro-française. Il est également investisseur dans le domaine de la nutrition animale et végétale. Et puis, bien sûr, dans cette matinale, nous continuerons de parler de la santé. Santé avec un médecin, le docteur Abdelwahab Barti, qui viendra nous parler des conséquences d'une grossesse, ou plutôt des maladies et pathologies qui accompagnent parfois les grossesses. Les mamans souffrent, les mamans aussi qui sont menacées parfois par un cancer qui touche le col de l'utérus. On donnera quelques conseils ce matin, quelques indices par rapport à ces pathologies avec le docteur Barti. Et puis, n'oublions pas que nous sommes le mardi et chaque mardi, Nassiba Djaidir est parmi nous pour une rubrique consacrée aux arts visuels. Aujourd'hui, elle reçoit pour vous plutôt une artiste venue du pays du soleil levant. Et je m'abstiens d'emblée d'écorcher son nom. Je laisserai le soin à Nassiba Djaidir de vous la présenter. Mesdames, Messieurs, en tout cas, elle est très heureuse d'être à Alger, cette artiste, et nous prendrons un petit peu son témoignage en direct sur notre plateau. Merci encore une fois d'être avec nous, d'être là, mesdames, messieurs. Je vous souhaite une agréable matinée, un excellent réveil. Et tout de suite, pour vous booster, pour vous donner peut-être envie de sortir, un point météo avec Amal Laribi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et Amel également. Bonjour Amel. Bonjour Adia. Très bien, ça va et vous? Ça va. Ça va, la baisse? Alhamdoulilah. Tout va bien? Tout va bien. Eh ben tant mieux. Moi, tout va bien tant que le ciel est dégagé. Il ne sera pas dégagé aujourd'hui. Pas complètement dégagé. Bon, bah, ça va. On a eu quand même le droit de descendre vers le bureau quand même sans pluie. Exactement. On a eu cette chance. Eh ben tant mieux, tant mieux. Voilà. Bon, bah, qu'en est-il des nouvelles du ciel aujourd'hui? Dites-nous. Alors, allons-y. Bon réveil et bonjour à tous. C'est bien pour aujourd'hui. On aura de la brume en début de matinée, mais près des côtes ouest. Puis le ciel deviendra dégagé tout au long de la journée. Par contre, partiellement nuageux sur les régions intérieures ainsi que sur les hauts plateaux de l'ouest. Sur le centre, on aura des passages nuageux avec toutefois quelques pluies en matinée près des côtes et à noter quelques flocons de neige sur les reliefs du centre-est sur les hauteurs dépassant les 1000 mètres d'altitude mais en matinée. Sur l'est, le ciel restera le plus souvent nuageux accompagné de pluies, parfois d'averses durant l'après-midi et toujours des flocons de neige qui vont intéresser les reliefs de l'est dépassant les 900 à 1000 mètres d'altitude pouvant remonter jusqu'à 1200 mètres d'altitude durant la soirée. La moitié sud, excepté quelques passages nuageux du Nord Sahara vers les oasis et le Sahara oriental, accompagnés de quelques pluies locales. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie sur le sud-ouest, la Sahara, le Sahara central, l'extrême sud, le Gard et le Tassili, avec de fréquents soulèvements de sable tout au long des frontières algéro-maliennes et sur le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt fraîches vers l'intérieur, mais plus du côté de Batna avec 7 degrés seulement, 8 à Sétif, 10 degrés à Djelfa, 12 à Al-Bayad, 13 degrés à Tizi Ouzou, 15 à Alger, également Mascara, 14 à Annaba, 18 degrés à Oran, 17 à Tlemcen. Au sud, 13 degrés le minimum du côté de Biskra, 16 degrés Gardaya, 18 Hassim Saoud Ouargla, 20 degrés vers Béchar, également Insalah, 21, Tamanrasset, Janet, 24 à Tindouf et le maximum toujours à Borj Bedi Mouhtar et Ingzam avec 30 degrés. Et comme d'habitude, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Helsinki, Berlin, également Varsovie, Berne, Marseille, Lisbonne et Rome, Bucarest. Un temps nuageux vers Copenhague, Oslo, Budapest et le ciel restera plutôt dégagé et bien ensoleillé à Paris, Bordeaux, Madrid, également Athènes. Côté température, on relèvera 4 degrés à Helsinki, 6 à Oslo, 8 degrés à Copenhague,
Prague, 9 à Varsovie, également Bucarest, 13 à Budapest et Prague, 14 Berlin, Berne, 18 degrés à Paris, également Londres, Marseille, 15 à Rome, 13 à Athènes et enfin le maximum 21 degrés vers la péninsule ibérique, plus exactement Madrid et Lisbonne, 21 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci pour ce point météo, Amel. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai envie d'être à Ingezem, moi. Ah bon? 30 degrés. Oh non, on passerait. Ou alors à Madrid. Allez, si j'étais en Europe, j'aurais été certainement Madrid là ou où... Lisbonne. Oui, maximum, vous disiez 21 degrés. 21 degrés, c'est l'idéal. Ça va, journée printanière. Exactement. Excellent. Ben, on souhaite en tout cas une belle journée à tous ceux qui nous suivent en direct d'Europe. Donc, et puis bon, voilà, on vous retrouvera à midi, n'est-ce pas, Amel? Inch'Allah, midi 19h aussi. Oui, Voilà. sans plus tarder, mesdames, messieurs, nous retrouvons tout de suite Najma Haresh pour le meilleur. Un petit point d'actualité, un résumé justement des news tout de suite. Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, dans l'actualité, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui jusqu'au 22 février une visite de travail et d'inspection dans la 6e région militaire à Tamanrasset. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles et procédera à l'inspection de certaines unités. Il tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 6e région militaire. Voilà. Et autre actualité d'aujourd'hui, donc le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur de la République du Niger effectue à partir d'aujourd'hui une visite officielle à l'invitation de son homologue Abdelkader Msahel, ministre des Affaires étrangères. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de la coopération d'amitié et de bon voisinage entre l'Algérie et la République du Niger. Les deux parties procéderont à l'évaluation de l'état des relations bilatérales, à l'examen également et à la recherche de nouvelles opportunités de partenariat entre les deux pays ainsi qu'à l'échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les défis auxquels est confrontée la région. Aujourd'hui, à la PN, poursuite des travaux en séance plénière consacrés au débat de la déclaration politique générale. Un autre événement, l'association algérienne des professionnels des réseaux électriques organise une conférence sur les réseaux de transport et de l'électricité au Centre international des conférences, tenu aujourd'hui également de deux forums d'affaires, le premier algéro-roumain et le second algéro-danois, organisé par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie à l'hôtel Horaci. Une autre conférence, cette fois-ci sur la vision d'avenir pour l'alimentation et l'industrie agroalimentaire en Algérie, organisée en marge du salon Jazz Agro 2019 à la salle Ali Maachi au Palais des Expositions. Un autre point de presse prévu aujourd'hui également sur les travaux engagés pour préserver l'alimentation en eau potable pour l'été 2019 dans la wilaya d'Alger. Donc l'événement organisé par la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger à la station de traitement d'eau de la commune de Tessel al-Marja et An'ama, opération de lâcher de 500 gazelles est prévue à partir d'aujourd'hui et de 1500 outardes au niveau de la réserve de la localité de Ledjar dans la commune El Qasdir. Cette opération aura lieu en présence d'une délégation émirati. Et sur le plan international, l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental et le Front Polisario devraient se rencontrer à partir d'aujourd'hui à Berlin, en Allemagne, en prévision de la deuxième table ronde qui va se tenir en Suisse le mois prochain. La rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations bilatérales que l'ancien président allemand compte tenir avec les partis au conflit, le Front Polisario et le Maroc,
ainsi que les pays voisins pour préparer la deuxième table ronde, mais aucun ordre du jour n'a été pour le moment proposé. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. Une autre actualité, la 17e édition du salon agroalimentaire Jazzagro 2019, qui a ouvert ses portes hier et qui se tient jusqu'au 28 février. Pour en savoir un peu plus, nous avons avec nous M. Fatah Boumaza, représentant du groupe Prolipost. Bonjour monsieur, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, par quoi se démarque cette édition, M. Fatah Boumaza? Bon, disons que cette édition pour cette année, il n'y a pas de grande différence, sauf que c'est international, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de représentants. Il y a beaucoup de participants étrangers. Ça nous a attirés. Donc nous sommes ici pour représenter bien sûr notre société Prolipost, qui est un groupe composé de plusieurs usines. La première des choses, c'est l'huile végétale, c'est-à-dire l'huile de soja. Donc nous avons une capacité de 100 000 tonnes par an. Donc nous produisons, nous faisons le raffinage 18. Donc nous vendons le produit en tant que semi-fini pour les sociétés algériennes qui en ont besoin, par exemple pour ceux qui font chips. Nous faisons aussi le conditionnement, donc en 1 litre, 2 litres et 5 litres des huiles. Aussi nous avons une deuxième unité. De savonnerie. Donc nous produisons nous-mêmes le propos de savon, qui est une matière semi-finie pour la production de savon. Et nous produisons le savon de Marseille en 250 grammes, 300 grammes et 400 grammes. Nous avons une production de 24 000 tonnes par an. Donc c'est quand même assez suffisant pour notre pays. Aussi nous fabriquons de la margarine de table, donc en 500-250 grammes. Et nous faisons aussi du beurre feuilleté, c'est-à-dire pour le feuilletage. La capacité aussi est de 24 000 tonnes par an. On voit que vous avez des produits très diversifiés. Vous passez de l'agroalimentaire au détergent. Est-ce que c'est une politique managériale qui s'impose par rapport aux besoins du marché ou Bien sûr, c'est des conseils. On ne peut pas promouvoir un projet sans avoir des conseils, étudier, avoir des conseils sur le marché national. Par exemple, quand vous parlez de détergent, donc nous fabriquons le savon et nous fabriquons aussi l'eau de Javel Dragon. Donc l'eau de Javel Dragon, on importait la matière première et on l'achetait aussi localement. Donc on a pensé à créer notre propre usine de fabrication d'hypochlorite de sodium. C'est l'eau de Javel concentrée à 48 et 50 degrés. Nous avons créé en 2018 cette usine qui nous a coûté 1,2 milliard de dinars. Donc maintenant, nous avons notre propre matière première. Donc nous l'utilisons pour fabriquer notre eau de Javel 13 degrés et nous vendons aussi la matière première aux usines qui fabriquent l'eau de Javel. Donc c'est un acquis pour nous, pour l'Algérie. Donc les gens importaient de l'extérieur cette matière. Donc maintenant, il y a à peu près 3 ou 4 usines qui font ça en Algérie. Donc normalement, l'autosuffisance existe. Très bien. Donc je rappelle que vous êtes installé à l'est du pays. Oui, on est à Ain Mlila, exactement, la wilaya d'Oum el-Bouari. Donc la société a été créée en 2003. Donc elle a commencé son expansion jusqu'à 2018. Très bien. Alors vous participez à Jazzagro qui connaît cette année qui voit la participation de 160 exposants algériens et 720 exposants étrangers venus de 34 pays. Vous participez à Jazzagro, mais vous venez de rentrer d'une foire internationale. Donc vous avez déjà participé aux foires internationales. Comment ça a été? Bon, disons pour les foires internationales, dernièrement nous étions en Mauritanie. Donc nous avons exposé nos produits et nous avons aussi été au Qatar à titre d'invitation, ce n'est pas des fois, d'opérateurs économiques. Donc où nous avons fait un B2B avec les Qatariens. Disons que les foires internationales, c'est un rendez-vous de rencontre. Je vous explique réellement, de rencontre. La partie la plus difficile, c'est après.
C'est-à-dire, après avoir discuté avec le client, il va venir vous voir, et, on passe un contrat, ou bien il a certaines exigences. Donc, on ne peut pas savoir le résultat exactement, directement. On ne peut pas l'avoir directement. Pour l'export, nous, par exemple, on a commencé par la Libye à partir de 2016. Très bien. Donc, on a atteint à peu près les 25 millions de dollars. Mais je dirais que toujours, pour l'export, on va en parler après, c'est pas stable. C'est-à-dire vous pouvez vendre cette année à 20 millions et l'année prochaine, vous pouvez vendre à 100 000 dollars. Mais l'objectif principal, j'imagine, c'est d'abord de faire connaître votre produit dans des marchés internationaux. Bien sûr, bien sûr. Notre objectif, bien sûr, faire montrer la qualité surtout, la qualité de notre produit. Et notre politique actuellement, ce n'est pas tellement l'export, parce que vous savez que le gouvernement exige aux sociétés qui font l'agroalimentaire d'avoir l'ISO, d'avoir le management qualité et HACCP. Donc c'est l'essentiel pour nous maintenant. On est en train de s'organiser pour avoir un bon management et une bonne qualité de produit pour pouvoir la vendre en Europe et dans n'importe quel pays. Mais c'est des normes internationales auxquelles nous, on doit se conformer. C'est une obligation maintenant. Tout à fait. C'est une obligation surtout pour l'agroalimentaire. C'est une obligation, donc on est obligé d'être en ligne avec le monde. Et répondre aux critères exigés par les marchés étrangers. Bien sûr, c'est ça ce que je voulais. Donc c'est notre souci majeur. C'est prévu par le mois d'avril-mai pour qu'on puisse finaliser cette chose. Et après, on va penser à l'export. Malgré qu'on exporte, mais je dirais que ce n'est pas organisé d'une façon stable. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Ici en Algérie, tu peux vendre à 20-40 millions de dinars cette année, l'année prochaine, rien du tout. Et quels sont les pays pour lesquels vous actuellement, exportez? on a un grand pourcentage, c'est la Libye. Ensuite, le Qatar, la Chine. La Chine, on exporte l'acide gras. Il est destiné pour le cosmétique. Là, on l'exporte directement parce qu'il achète toute la marchandise. On a aussi envoyé du savon au Niger. Donc, mais on essaye d'avancer, La Mauritanie, on est en discussion avec plusieurs clients, mais pour la concrétiser, il faut du temps. Et c'est déjà pas mal pour un début, monsieur Fatah Boumaza. Bien sûr, je dirais que c'est pas mal, mais n'empêche... il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire, point de vue loi, point de vue organisation, point de vue matière première. Toutes ces choses doivent rentrer dans la normalisation de l'export. Mais vous savez que l'export, l'expérience de l'export de notre pays est à ses débuts. Donc j'imagine que, comme je viens consolider ce que vous venez de dire, il faut beaucoup de temps pour que les choses prennent maturation. Mais vous m'avez parlé aussi des difficultés auxquelles vous êtes confronté par rapport à l'exportation, monsieur Boumaza. Oui, on est confronté à beaucoup de choses du point de vue export, et j'aurais souhaité que le gouvernement appelle les opérateurs qui font l'export pour faire une conférence nationale où tout le monde pose son problème pour sortir de tout ce qu'on a comme problème. C'est-à-dire pas assez de communication? Pas assez de communication. On est obligé de parler chacun seul. Bon, si je veux parler de l'export lui-même, je vais commencer par les banques. Les banques algériennes ne sont pas en ligne avec les banques extérieures. Par exemple, vous recevez une lettre de crédit qui, dans les banques privées, en 48 heures, vous l'avez. Nous, on l'attend à peu près 20-21 jours. Et si on a besoin de faire une modification de lettre de crédit, il faut encore 20 jours. Donc, comme la lettre de crédit dure 90 jours, essayez de comprendre les problèmes qu'on a. Le paiement aussi. S'il y a un transfert de notre argent de l'extérieur, parce que nous, on travaille souvent en lettre de crédit ou en cash payment, c'est-à-dire transfert libre. Donc l'argent, on ne la reçoit qu'après 21 jours, donc ça ne nous laisse pas le temps de faire une autre opération rapidement. Ça, c'est un problème délicat. Le contact avec les banques privées n'existe pas. Vous allez dans une banque, par exemple, privée. Si vous avez un compte, on vous donne directement votre correspondance, son numéro de téléphone, son email. Vous voyez, si vous avez l'argent qui rentre, vous l'avez dans votre SMS, alors que dans nos banques, il n'y a pas ça. Vous voulez communiquer avec quelqu'un, vous ne savez pas, vous appelez le fixe, vous demandez le service export. C'est-à-dire les lenteurs administratives. Très long, c'est très long. Alors la solution était très simple, madame. La solution était très simple. Il faut
il faut restructurer ces banques. Et comment les restructurer? Il faut faire appel à des bureaux d'études de management et qualité, comme l'a fait Mobilis, comme l'a fait les banques privées. Donc, il faut organiser cette banque. Si on arrive à organiser cette banque, c'est la plateforme de l'export. Parce que vous avez la réponse rapide, vous avez tout. La première des choses. La deuxième des choses, pour que l'export soit durable, et être concurrentiel, parce que nous avons des concurrents potentiels, que ce soit au niveau de nos frontières ou en Asie. Donc, pour être concurrentiel, il faut créer sa propre matière première. L'export, c'est la matière première. Et la matière première, c'est la souveraineté de l'État, je vous le dis. Parce que, je parle de mon cas, notre huile de soja, on l'importe. Et si on l'importe, ça veut dire que le prix va... son prix... En augmentant. Il augmente, c'est boursier, il est boursier. Et si tu ne trouves pas de marchandises à l'extérieur, par exemple, supposons qu'il n'y a pas trop de marchandises, donc tu ne peux pas aussi produire. Donc tu ne peux pas exporter. Donc je vais vous citer un exemple, parce que pourquoi j'ai dit que la matière première, c'est la capitale, c'est-à-dire c'est l'essentiel. Avec une petite matière première, on peut créer plusieurs usines. Je parle par exemple de l'huile de soja. Si on va au sud, on va créer à peu près 5000, parce qu'il faut... il faut aller vers là, vers ça. Vers ça, il le faut. Donc, mais c'est coûteux, madame. Pourquoi les prix ne le font pas encore? Parce que c'est dans les 500-600 millions de dollars pour faire, par exemple, la culture de soja, de la graine de soja, sur 5000 hectares. Donc, si on fait cette graine de soja, imaginez, on peut créer à côté une usine de fabrication, de transformation, c'est-à-dire de concassage de la graine de soja. Donc, à partir de ça, on a l'huile brute, mais en quantité. Si on a l'huile brute, on peut faire une usine de raffinage. Donc, on a une autre usine de raffinage. C'est-à-dire un investissement appelle un autre. Ah, très bien. Après le raffinage, on peut faire le conditionnement. Là, je parle de l'huile. Vous savez un pourcentage, c'est-à-dire à 100% de graines de soja, vous n'extraitez que 17% de l'huile. Donc vous avez à peu près 83% de déchets. Ces déchets-là, c'est quoi? Ces déchets-là, c'est des aliments de bétail, parce que le soja contient des huiles, contient du lait. Il est destiné aux vaches laitières. Donc avec ça aussi, on peut créer des fermes, grandes fermes, de vaches laitières. C'est-à-dire avec un seul investissement, on peut avoir plusieurs filières. Vache laitière va donner du lait, et du lait en abondance. Comme si c'est le sud, c'est possible qu'on ne peut pas créer une usine de laiterie, mais on peut créer une usine de séchage de lait, c'est-à-dire la poudre. Et la poudre de lait, ça manque. Moi, j'essaie de vous expliquer à peu près où est-ce qu'on peut arriver si le tournesol aussi. Mais vous avez dit au début que nous sommes en train de se conformer aux normes internationales. Il faut du temps. On a l'impression que les opérateurs économiques veulent subitement investir, gagner, aller très vite. Je pense qu'il faut s'armer de patience, n'est-ce pas? Non, on est armé de patience, madame. Je vous cache pas, en huile végétale, on est perdant. Chaque année, on est perdant. C'est pour cela qu'on était obligé de créer d'autres unités. Vous savez, l'huile de soja est subventionnée par l'État. Et on nous oblige de vendre à un prix fixe. Par exemple, 1 litre, 108,22 dinars. Le 2 litres à 216,45. Le 5 litres, on le vend à 519,48. Comme on dépend, nous, de l'huile brute qu'on ramène de l'étranger, s'il est cher, donc ça veut dire qu'on vend à perte. L'État nous dit qu'il va nous compenser. Donc, chaque mois, on passe par ce qu'on appelle la compensation, on prépare un dossier. Le problème, c'est le problème avec les brigades mixtes. Il y a toujours des rejets. Je vous jure, depuis 2011, qu'on donne nos dossiers et on n'a rien reçu. Toujours il y a un refus. Bon, je disais que la brigade mixte, c'est un mur. Donc toujours un refus parce que vous ne savez pas calculer la moyenne pondérée, vous avez telle facture qui est erronée, telle. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas. Si moi, je ne sais pas calculer la moyenne pondérée, montrez-nous. C'est simple, madame, c'est simple. C'est ça ce que je voulais dire. Donc, il ne faut pas rejeter un dossier qui coûte 30 millions à 40 millions de dinars par mois. Et c'est regrettable, Parce que si on n'avait que l'huile, je vous jure, madame, on aurait fermé il y a longtemps. Ça, c'est par titre indicatif.
Oui. Très bien. Alors, vous participez à je rappelle, la 17e édition de Jazzagro. Beaucoup de partenaires étrangers. Qu'est-ce que vous attendez de ce partenariat, monsieur? Pour le partenariat, donc bien sûr, nous, quand on vient en Jazzagro, bien sûr, on cherche des clients. Mais aussi, n'oubliez pas qu'on cherche aussi, nous aussi, des fournisseurs. Parce que du moment qu'on fabrique, qu'on fait le conditionnement, bon, on a créé, j'ai oublié de vous dire qu'on a créé aussi une usine de fabrication du préforme, c'est-à-dire la bouteille elle-même. Parce qu'on avait des problèmes de qualité. Donc on avait ramené des machines suisses-allemandes. Donc on fabrique nous-mêmes maintenant notre préforme 1 litre, 2 litres, 5 litres. Mais n'empêche qu'on aura toujours besoin d'autres matières telles que l'emballage, telles que d'autres produits chimiques qui rentrent dans le cadre de la fabrication de nos produits. Donc nous aussi, on est à la recherche de très bons fournisseurs en qualité et prix. Vous savez que votre prix de vente dépend aussi de l'achat. Donc si vous arrivez à bien acheter, donc vous pouvez vendre à bon prix et avec un bon bénéfice. Donc, et j'imagine que vous êtes dépendant aussi des réseaux de distribution. Bien sûr, les réseaux de distribution, donc nous avons dans chaque wilaya des représentants, nous essayons de leur faire tracer des objectifs mensuels, des objectifs mensuels, et nous essayons de toucher tout le territoire national. Ça, c'est notre objectif essentiel. Et chaque année, on essaye d'augmenter nos capacités de production et de vente. C'est l'essentiel de notre politique. D'une manière générale, le produit algérien sur le marché national d'abord? Sur le marché national, il ne pose pas de problème. Parce que, disons que le marché national, point de vue par exemple l'huile, on n'a que l'huile de soja. Bon, l'huile de tournesol n'est pas très convoitée ici en Algérie. Bon, le problème, on avait parlé d'export, le problème d'export maintenant qui nous a stagné un peu, c'était l'huile de soja lui-même. Là, je vous explique pourquoi. Parce que l'huile de soja, ceux qui l'utilisent... C'est la matière de base. La matière de base, bien sûr. Ceux qui l'utilisent, c'est l'Algérie et les États-Unis. C'est tout. Si vous partez en France, vous trouvez par exemple l'huile de colza. Vous partez en Asie, vous trouvez l'huile de tournesol. L'Irak utilise l'huile de maïs. L'Afrique aussi demande l'huile de tournesol ou de maïs. Nous avons eu un très grand problème et on a écrit au ministère du Commerce. On a failli rater aussi des millions de dollars de vente. Pourquoi? Parce que le client, lorsqu'il demande le tournesol, vous savez bien que le client est toujours pressé. Par exemple, le cas de Ramadan. Il est pressé, il vous dit, voilà, j'ai besoin de 4000 tonnes de tournesol, mais à me l'envoyer avant Ramadan. Nous, on ne peut pas ramener le tournesol directement sans avoir le client. Pourquoi? Parce qu'on paye les taxes, le droit de douane et TVA, alors que l'huile de soja, on ne paye pas. Bon, l'administration nous a dit, vous pouvez faire ça en admission temporaire. On a essayé. L'admission temporaire, ça nécessite du temps. Donc il faut des dossiers, il faut préparer. Après, on passe la commande. Mais comme les huiles, là, on les achète 3 mois à l'avance. C'est-à-dire avant même d'être cultivées. Donc, 3 mois à l'avance, plus 3 mois pour arriver, donc ça fait 6 mois. Donc impossible. Donc on a demandé à l'État de nous faciliter cette chose. C'est-à-dire du moment que l'huile de soja et l'huile de tournesol et l'huile de maïs sont presque de même prix. Il n'y a pas de grand prix. Vous trouvez par exemple le soja à 700, tournesol à 710 $ la tonne. Il n'y a pas une grande différence. Pourquoi ne pas laisser l'opérateur économique libre? On peut ramener le tournesol, on peut ramener l'huile de soja, comme ça on a toujours en stock. Et lorsqu'on veut exporter, on n'a pas de problème, il est toujours présent. Très bien. Donc c'est ça notre souci. Je l'ai même exposé à monsieur le ministre à Jazzagro. Il m'a dit qu'ils vont étudier ça. Mais il faut que ça se passe vite parce qu'on perd chaque mois, on perd. Espérons que votre message passera à partir des studios de Canal Algérie et trouvera oreille attentive. Monsieur Fatah Boumassa, merci d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot à cette occasion? Je tiens à remercier votre canal pour cette invitation, ça c'est sûr. Oui. Et je dirais que nous sommes encore au premier pas de l'export. Essayons d'être collaborateurs ensemble. Il faut dire 1, 2, 3, vive l'Algérie, c'est tout. Inch'Allah. Merci beaucoup. De toute façon, vous savez, avec la concertation et le dialogue et la communication, on ne peut que régler et lever toutes les contraintes. Merci, merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, Radia, c'est à vous.
Merci beaucoup Nedjma, je vous souhaite une excellente journée ainsi qu'à votre invité. Nous continuerons de parler du salon professionnel de la production agroalimentaire, donc le Jazz Agro tout à l'heure avec un second invité, un expert aussi qui animera un forum aujourd'hui à cette occasion. Mais avant, voyons un petit peu ce parcours tracé par notre reporter Soumeya Zerouali qui nous emmène dans les dédales de la vieille Kasbah, la vieille Médina, donc qui n'a rien perdu de son charme et qui bénéficie actuellement d'une grande opération de restauration. Un lieu chargé d'histoire et un témoin vivant de notre riche patrimoine. La vieille citadelle a encore beaucoup de choses à nous apprendre et à nous raconter. Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1992, elle représente un véritable musée à ciel ouvert pour tous ses visiteurs. Tous ces produits artisanaux sont faits à la Kasbah. Nous pouvons citer Sni Waflouka, Sni, El Mahbez de la mariée et Tasset El Hammam. J'expose ici toute une culture que j'ai héritée de mes ancêtres parce que c'est un héritage et un patrimoine à léguer aux générations futures. Bien sûr, j'y ajoute ma touche personnelle en confectionnant ces tenues traditionnelles. La Kasbah aujourd'hui retrouve son lustre d'antan et toute sa splendeur grâce aux différentes opérations de rénovation et de restauration. Tous ces travaux de rénovation et de restauration sont effectués par des spécialistes algériens. En effet, elles sont 54 sociétés entre bureaux d'études et entreprises de travaux publics qui s'occupent de la restauration de la Kasbah, créant ainsi plus de 1200 postes d'emploi. 200 d'entre eux sont ou architectes ou techniciens supérieurs. Les travaux concerneront également l'assainissement et la remise en état des canalisations. Bonjour et nous sommes tout de suite en direct dans l'espace mosaïque de Nassiba Djaidir, mesdames, messieurs. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous et ravi de vous retrouver tous les mardis. Alors aujourd'hui, c'est le Japon qui s'invite dans Bonjour d'Algérie. Oui, pays du soleil levant et ses ambassadeurs sont parmi nous. Absolument. On va tout de suite les présenter si vous le permettez. Alors avec nous ce matin, Madame Mayoka Wakai, bonjour, vous êtes artiste graveur. Oui. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Alors en japonais, on dit Ohio. Ah, Ohio. Ohio et Ohio bienvenue, c'est Yokosa. Alors Ohio, Yokosa. Yokoso. Yokoso, pardon. Oui. Yokoso. Très bien. Alors vous êtes accompagnée de la galeriste Emel Mihoub. Oui. Bonjour. Bonjour Nassiba. Merci d'être des nôtres et ce merci matin. Pour je vous en prie, c'est un plaisir que de vous recevoir ce matin. La galerie Le Pan, c'est bien ça? Galerie Le Pan, exactement. De retour. Très bien, très bien. Alors, à mes côtés, Monsieur Mayako. Non, Hirofumi. Plutôt Hirofumi Ibaraji. Oui. Ibaraji. Voilà. Vous avez fait énormément d'efforts, Nassiba, aujourd'hui, on l'a noté d'être pour parler en japonais, mais voilà. Ohio, Yokosa.
Qui va vous aider d'ailleurs, qui va vous aider ce Voilà, matin. justement, vous êtes attaché d'ambassade ici en Algérie, à l'ambassade du Japon en Algérie. Et vous êtes l'époux de l'artiste graveur. Oui, tout à Et vous êtes là en tant qu'interprète. Oui. Pour le soutien moral, j'imagine également. Excellent, bienvenue en tout cas. Merci d'être des nôtres ce matin. Alors, on revient vers vous, Amel Miho. Oui. Vous êtes venu annoncer un événement. Ça va se dérouler ce samedi. Oui, j'imagine. donc voilà, À la donc galerie. samedi à la galerie Le Pont à Riyad El Fath. Donc il y a une exposition de gravure de l'artiste Mayuka Wakai. Donc c'est Le soleil se lève à l'ouest. Donc C'est le titre de l'expo. Oui, exactement. C'est le titre de l'exposition. C'est par rapport parce que le Japon, enfin, il est à l'honneur. Et donc il y a 25 gravures de l'artiste et aussi il y a 5 toiles. Donc c'est très intéressant le travail qu'elle fait. Et puis on sait tous que la gravure c'est un art qui est en train de se perdre. Ouais. On ne voit pas souvent des expositions, donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette exposition. Et puis surtout la gravure japonaise, elle est assez réputée. Et donc à partir de là, j'ai voulu faire cette exposition. Et en fait, Mayuka, son travail, elle s'inspire beaucoup du soleil, de la Méditerranée. Enfin, il y a beaucoup la mer, les vagues. Et puis à partir de son parcours, à chaque fois qu'elle est quelque part dans un pays, donc en fait c'est pas une exposition avec un thème, donc on découvre un peu tout, on découvre Paris, on découvre le Japon. Tout à fait, ses émotions, ses sensations, absolument. On en dira. C'est le berceau des estampes. C'est le berceau des estampes. Absolument. Les estampes japonaises ont marqué l'art universel pendant des décennies et des décennies. Absolument, absolument. Alors je reviens vers vous, Mayuka Wakai. Vous êtes donc artiste graveur. Et j'imagine il y a tout un parcours, un itinéraire qui a rythmé votre parcours, des expositions personnelles aussi, des expositions collectives. Donc, est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu votre parcours? Est-ce que je peux parler le japonais? Oui, parce que oui, bien sûr. maintenant j'étudie le Mettez-vous à français. l'aise. Lancez-vous. On aimerait bien entendre toutes ces sonorités, nous aussi. Non, parce qu'elle parle beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais elle parle quand même un petit peu français. Ah ouais, elle comprend, c'est ce qui est bien. Elle comprend, voilà. Oui. Allez-y. Allez-y. 私はまず初めて版画に出会ったのは、フランスのディジョンの美術大学で版画に出会いました。その前は日本ではデザインを勉強していたんですけれども、ディジョンの大学で版画に出会った時にその版画の面白さを知って、それから銅版画家になりました。日本ではアトリエで制作をしていました。そして、2016年にパリの指定インターナショナルデザールというところで、制作をしまして、その後パリで展覧会もしました。Donc, elle a fait des études de design, d'abord dans une université japonaise à Nagoya, et puis elle a rencontré de la gravure à Dijon, en France, il y a 15 ans. Et ensuite, elle a continué à faire de la gravure au Japon. Elle a participé à des expositions collectives et personnelles au Japon. Et ensuite, en 2016, elle a saisi le nez à Paris, dans la Cité internationale des arts. Et elle a aussi organisé une exposition personnelle à Paris. D'accord. Donc, si je comprends bien, donc un parcours rythmé par de nombreuses expositions, aussi bien personnelles que collectives, dans différents pays, aux États-Unis, à Paris, en France, en Allemagne. Voilà. Et puis la toute dernière en Algérie, à la Galerie Le Pont. Alors nous, on a eu l'exclusivité avant tout le monde. Avant le vernissage, exactement. Alors, si je comprends bien, nous allons pouvoir voir les œuvres. Parce que avant le vernissage. En tout cas, tout à l'heure, elle nous a donné l'eau à la bouche. On avait envie de voir toutes ces vagues et tout ce soleil décrit justement par l'invité. Voilà, rappelez-nous le titre de l'exposition. Alors, c'est Le soleil se lève à l'ouest. Alors, le soleil se lève à l'ouest. Et ça se passe à la Galerie Le Pont. Et tout de suite, sur l'écran de Canal Algérie, mesdames, messieurs.
À la Galerie Le Pan, la lithogravure est à l'honneur. Le soleil se lève à l'ouest. Une exposition signée par Mayuka Wakai. Cette artiste japonaise nous invite à découvrir son univers. Un univers où passion, patience, précision et minutie sont en bonne communion. De l'atelier à la galerie, des œuvres d'art qui accrochent le regard. Des œuvres qui s'offrent un éventail de supports et outils de travail. La gravure, une technique artistique où l'artiste cherche la belle empreinte. Je réalise des gravures sur une plaque en cuivre et je transcris sur du papier des images gravées. Comme technique, j'utilise en général le letching, c'est-à-dire l'eau forte. Je dessine l'image sur la plaque tout en utilisant le burin et un liquide chimique acide, d'où le tirage de plusieurs images. En Algérie, je pratique plutôt la technique monotype. À l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, on a mis à ma disposition une presse. Avec cette technique, je reproduis une seule image. Dans cette exposition, vous allez retrouver les deux techniques artistiques. Sous le trait d'un burin, par le biais d'incisions sur le cuivre, naissent ces gravures. Dans sa source d'inspiration, l'artiste trouve l'essentiel. Elle travaille sur plusieurs thèmes, tout en ayant une démarche philosophique de la vie. Au fil du temps, de sa réflexion et de ses coups de cœur, elle construit son travail. Ses émotions, elle les transcrit et nous les offre en partage. Dans cette exposition, il y a des travaux réalisés au Japon, en Algérie et en France. Je ne suis pas dans le réalisme. Je rends en image l'invisible, de ce que je vois et je ressens au travers de mes rencontres et de mes voyages, de mes balades en pleine nature, que ce soit en zone urbaine, à la campagne ou en bordure de mer. Cet artiste graveur est diplômé de l'Université d'art de Nagoya et de l'École supérieure des beaux-arts de Dijon. À son actif, des expositions personnelles et collectives au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, en France et dans d'autres pays. Son travail, il est vraiment très fluide et très transparent. Déjà, même quand on remarque dans ces toiles avec de la peinture à l'huile, on sent qu'il y a une technique différente par rapport aux toiles qu'on voit d'habitude. Et son travail, c'est très minutieux, c'est très petit. Là, on voit par exemple le café, là, le tableau du café, on voit très bien les graines de café. C'est que pour faire un travail pareil, il faut être très patient, très minutieux. Son univers est nourri de ses racines, bien ancrées dans sa culture, de ses voyages et de ses rencontres. Et quoi de plus agréable quand l'esprit, la main et le cœur travaillent ensemble. C'est bien dit, Nassiba, quand les trois travaillent de concert, ça donne des œuvres authentiques, des œuvres sincères qui parlent justement aux émotions. Et c'est ce qu'on a ressenti lors de ce parcours. On a été emportés par des émotions très... Voilà. Il y avait beaucoup de raffinement, je dirais. Absolument, tout à fait. Ce sont... Mayuka a extériorisé ses sentiments, ses états d'âme. C'est Mayuka dans ses œuvres, c'est elle-même. Hein. Ouais, des œuvres réalisées peut-être en Algérie. Oui, alors il y a des œuvres. C'est ce qu'on a cru comprendre. Non, il y a une partie des œuvres qui ont été réalisées
une petite partie à Paris, quelques œuvres ont été réalisées à Paris, d'autres ont été réalisées au Japon. Et une autre partie a été réalisée ici, à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger, parce qu'il y a une presse. Et on a mis, l'École des Beaux-Arts a mis à sa disposition une presse. On la voit en pleine action. Et là, voilà, et ben, là c'est au Japon. Ah, très bien. Là, on vous voit au Japon. Ça, Ah, c'est en Algérie, d'accord, ok, d'accord. Parce qu'il y a d'autres images où on vous voit au Japon. En cuivre. Ouais, absolument. Oui. Et vous avez travaillé Là, c'est au Japon. Oui, là, c'est au Japon. D'accord. Ah bah oui, on reconnaît, c'est au Japon. Et c'est déjà très verdoyant derrière. Ah, tout à fait. Et à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger, vous avez travaillé avec un artiste, des professeurs. Abdelrahman Aïdoud, qui est artiste aussi, graveur, artiste plasticien, graveur. Alors ça s'est passé comment au niveau de cet atelier? Vous avez eu à discuter, à parler avec d'autres... Eh ben oui, il apparaît dans son atelier. On voit Abdelrahman Aïdoud. Donc dans une bonne ambiance, j'imagine. Abdelrahman Aïdoud, qu'on salue ce matin s'il nous regarde. Alors, ça s'est passé comment, Mayuka, dans cet atelier? Vous y allez, comment vous vous organisez? Et puis, j'ai cru comprendre qu'au Japon, vous utilisez la technique du letching. Et ici en Algérie, vous avez utilisé la technique monotype. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler? モノタイプについて、日本ではエッチングを主に行っていたんですけれども、エッチングは同じものを何枚もすることができる技法で、モノタイプというのは銅板に直接筆や手などを使ってインクをのせて絵を描いて、それをプレスにかけて紙に写すので、その時1枚だけしか作ることができません。Comme elle a dit tout à l'heure, au Japon, elle a pratiqué la technique de letting de l'orfèvre. Ça veut dire on grave sur la plaque en cuivre par le bilan et avec du liquide acide chimique. Mais en Algérie, elle pratique la technique monotype. Parce que, étant donné que l'acide, oui. C'est tout à fait. Autorisée en Algérie, parce qu'elle est très dangereuse. Ok, donc vous avez préféré utiliser la technique monotype. Oui. Et il faut savoir aussi, en fait, l'etching, c'est une gravure qu'on peut reproduire. Alors que la monotype, c'est une seule. C'est une seule gravure. Donc la monotype a plus de valeur qu'une etching. D'accord. Donc il y a des gravures qui ont été réalisées en dehors de l'Algérie, d'autres ici en Algérie, et qui sont exposées au niveau de votre galerie. Oui. Et ces œuvres d'art reflètent un peu vos sentiments, vos états d'âme. C'est au fil de vos rencontres, de vos voyages, et ce que vous avez vu, ce ressenti, vous les extériorisez au travers de vos œuvres d'art, Mayuka. C'est un ressenti, tout un ressenti. 旅行とかを通じて感じたことを表現しているのかという。そうですね。アルジェリアに来て、作った作品も今回展示しているんですが、例えば、夏にガルダイアに行ったんですけれども、そこで見た月の大きさ、あと土の匂いですとか乾いた空気、そういうものがものすごく私には新しいインスピレーションとして得ることができました。Elle va présenter plusieurs œuvres inspirées du paysage algérien. Par exemple, elle a voyagé avec moi, oui, bien sûr. Elle a voyagé à Gardaïa l'année dernière et l'odeur de la terre, la lune du désert. La lumière. Elle a été s'inspirer beaucoup. Et en dehors de Rosaïa, vous avez visité d'autres villes en Algérie, au sud notamment? Avec Mayuka. Avec Mayuka. Béchar, vous m'avez dit? Béchar aussi. Oui. Quelques villes du sud. Et bon, ça fait 1 an et demi que vous êtes installés, donc vous en avez il y a aussi des lieux magnifiques en Algérie que vous allez visiter, à visiter, Mayuka. Alors si on revient à vos travaux, elle le disait tout à l'heure, Amel,
Amel Mouhoub, c'est très épuré. Vous ne travaillez pas dans le réalisme. Oui, Mayouka, elle est plus dans l'abstrait. Dans l'abstrait. En fait, ce qui est impressionnant dans son travail, c'est qu'elle s'inspire beaucoup de nature, de fleurs, de lumière, soleil et tout. Et elle a une phrase qu'elle le dit souvent, elle veut apparaître, elle me dit, je veux faire apparaître l'image cachée du monde. Alors, elle va nous le dire en japonais. Voilà. Le japonais. Ouais. 私は抽象画で表現しているんですけれども、その目に見えないものというものをその版画で表現したくて、いろいろなんていうんですかね、そのまま直接的に見えるものを描くのではなくて、見えないものというものを描くことで新しい世界がそこにできると思っています。Donc elle cherche toujours à exprimer de l'invisible, c'est-à-dire la sensation de l'état de l'âme, etc. etc. Oui. D'accord. C'est un petit peu son univers intérieur qui ressort dans ses œuvres d'art. Il n'y a pas du réalisme, c'est l'invisible, voilà, qui ressort. Et en général, oui, allez-y. Ce sont ses sentiments, ses états d'âme, c'est son univers intérieur. Donc ça bouillonne dans sa tête et puis bon, ça ressort. Mais en général, l'artiste, quand il parcourt un endroit, il y a des émotions et il y a toujours quelque chose qui l'interpelle et il se dit « Ah, ça, je rentre et j'accouche ça sur une feuille ou sur ma lithographie ou sur ma gravure et tout ça. » Quel est l'élément naturel ou peut-être la rencontre en Algérie qui l'a le plus stimulé, qui lui a donné cet élan, cette envie? アルジェリアの自然で一番こう刺激を受けるものって何ですか？アルジェリアの自然、海と太陽です。La mer et le soleil. Ça a été dit en un mot. C'est bien sûr, c'est le bleu du ciel et la mer. Le bleu du ciel et la mer. La lumière d'Algérie, la mer. Et le bleu du ciel. Et le bleu du ciel. Justement, on parle de couleurs. On a vu dans le reportage, on en a parlé. Les couleurs, il y a des couleurs. Il y a des couleurs dans vos gravures. Il y a du noir et blanc et il y a des couleurs. Et on a vu aussi des toiles, quelques toiles aussi. C'est dans le même esprit que vous travaillez ces gravures. 版画の他に油絵も今回展示されるようだけど、同じような気持ちで作っているのかって。版画と油絵は全く違うところから、作っています。版画はどちらかというと最初に全てを決めて作るんですけれども、油絵は少し自分の、リフレッシュも兼ねて作っていて、考えながら描くという点では版画とは全く違う脳を使って制作しています。ちょっと難しい。Alors c'est un peu difficile à traduire, mais la gravure c'est une matière professionnelle pour elle. Absolument. C'est un art ancien. Donc elle réfléchit toujours beaucoup pour produire une œuvre gravure de la gravure, mais pour le peintre, elle pratique pour changer un peu l'humeur, Selon l'humeur, et puis bon, c'est un art aussi revisité. Vous avez donné une touche contemporaine, je dirais, à la gravure. Avec un regard contemporain, un nouveau souffle aussi. Donc c'est dans votre imagination, c'est l'imaginaire qui parle, puisque ça reste dans l'abstraction, je dirais presque totale, mais c'est tout à fait un regard contemporain, Mayouka. とはいえあなたの油絵は非常に現代的でやっぱり版画と同じようなその先進性を感じます。そうですね。表現したいものは同じだと思います。C'est la même chose, ce qu'elle veut exprimer, c'est la même chose dans la gravure. Dans la gravure ou dans la toile. Oui. Alors, vous êtes diplomate, votre épouse vous accompagne en Algérie, vous séjournez tous les deux ici. Ah ben, j'imagine qu'il y aura encore de nouvelles perspectives en termes d'exposition. Avez-vous été sollicité quand votre passage aux Beaux-Arts n'a-t-il pas provoqué une envie de partenariat, de développement de cette technique que vous pratiquez le plus?
ボザールで版画で何か協力を要請されたりはしていないか。ボザールで展覧会をやってみないかっていう話と、あとはもしできたらワークショップをやりたいです。版画の技術をアルジェリアの人にもっと知ってもらえたら嬉しいです。Monsieur Aïdou l'a proposé une exposition à Beaux-Arts aussi et workshop, un workshop aussi. Ouais, en tout cas, en attendant, cette exposition est bel et bien présente à la Galerie Le Pan et le mérite vous revient, Amel Mihou, d'avoir pensé à exposer une artiste qui nous vient du Japon. Il faut savoir que la galerie, là, c'est la 3e exposition, donc on a une invitée. Une invitée d'honneur. Oui, voilà, exactement. Une artiste graveuse. Et en fait, l'exposition, donc c'est du 2 mars au 23 mars. Le vernissage aura lieu ce samedi. Ce samedi à partir de 15h. À Riyad El Fath. À Riyad El Fath, au Centre des Arts Riyad El Fath, le niveau 104, le local MB32. Voilà. Alors, ne ratez surtout pas l'occasion de découvrir l'exposition de Mayuka Wakai à la Galerie d'Art Le Pan qui se trouve au Centre des Arts de Riyad El Fath. Et on la remercie pour sa présence, son agréable présence chez nous dans Bonjour d'Algérie. Merci aussi également à Amel Mihou. Merci infiniment à son cher époux qui nous a aidés justement à comprendre ses émotions. Et merci aussi à vous, Nassiba. Je vous en prie, et je vous dis à vous tous qui êtes présents sur ce plateau, arigato. Arigato, je le prononce à l'italienne. En japonais, mais je le prononce à l'italienne. Arigato. 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 Arigato, ça veut dire merci. Et puis bon séjour en Algérie. Merci. Encore une fois, bienvenue. Encore une fois, bienvenue à vous, mesdames, messieurs. Donc, merci d'être là, de nous suivre dans Bonjour d'Algérie. Tout de suite, nous retrouverons le docteur Berti pour une page santé après ce beau voyage à travers les arts. Après notre invité venu du pays du soleil levant, voici à présent monsieur, plutôt docteur Abdelwaheb Berti qui lui a fait le voyage depuis la ville des Roses. Blida, bienvenue. Bonjour. Vous exercez justement dans le CHU de Blida, l'hôpital de Blida, depuis de nombreuses années. Vous encadrez aussi les étudiants en médecine en matière de gynécologie. La formation des sages-femmes partout, et je passe partout dans le territoire national.
internationale, surtout l'Algérie profonde, où je faisais beaucoup de formations dans le cadre de mise à jour des choses, de renouveler les recommandations et tout ça, oui. C'est ce que vous allez faire également sur notre plateau, vous allez un petit peu renouveler là, ce que je veux faire passer un message, c'est que je voulais faire éviter les complications des grossesses à haut risque. Oui. Oui, oui. C'est-à-dire il y a 3 ou 4 pathologies graves que tout le monde se plaint de cela. C'est-à-dire l'hypertension et grossesse, le diabète et grossesse, la prématurité surtout, qui est un grand fardeau sur l'état de santé de la mère, de l'enfant, etc. Donc il y a une morbidité très importante. L'anémie aussi, elle est de plus en plus fréquente chez nous, elle est associée à la grossesse. Donc essayez de faire passer un message, de suivre la grossesse dès le début. Dès le début, il faut que la femme consulte très tôt, pour qu'on fasse un bilan. Ce bilan il servira non seulement pour faire un dépistage, mais aussi pour être référence pour le reste de la grossesse. Si on n'a pas un bilan de référence, donc on sera dans l'embarras, on ne peut pas savoir est-ce que c'est une pathologie chronique, est-ce que c'est une pathologie liée à la grossesse, etc. Donc, je ne vais pas, ce n'est pas par misogynisme, ce n'est pas parce que je suis une femme que je vais prononcer les phrases suivantes, c'est dire que l'Algérienne est particulièrement généreuse. Donc elle donne de son temps, elle donne de son effort à son entourage, à sa famille, tant de dons et de générosité qu'elle laisse et elle néglige parfois sa propre santé. Vous voyez ça au quotidien, n'est-ce pas, docteur? Absolument, absolument, bien sûr, absolument. On voit tout ça, donc la femme... Donc l'appel devrait s'adresser maintenant à monsieur. N'est-ce pas? Monsieur devrait aussi soutenir ces femmes qui sont enceintes et qui attendent donc justement, qui portent pendant 9 mois leur bébé et parfois qui tombent malades, qui ne se rendent pas compte. Quels sont les signes justement qui vont alerter ces femmes, qui vont leur montrer qu'il faut consulter? C'est-à-dire si on ne doit pas attendre qu'il y ait un signe qui fait souci. D'accord. Donc l'idéal, c'est vraiment d'être préventif. Donc dès le début, surtout s'il y a une pathologie chronique, il faut qu'elle consulte le spécialiste de l'hypertension, le spécialiste du diabète, le problème de l'hématose, de l'hémostase, ça. Maintenant, elle est au début de grossesse, elle doit consulter le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il y ait une symptomatologie. Donc dès l'annonce justement de dès cette qu'il y a une grossesse, dès qu'il y a un test de grossesse positif, il faut qu'elle voie le médecin. Très bien. Parce que si on va attendre, la complication ou l'apparition du feu, c'est comme le feu et le pompier. Oui. Voilà. Parce que si le pompier a tout son matériel, il connaît bien son matériel, il connaît le feu. Donc dès qu'il y a une petite étincelle, il va l'éteindre. C'est la même chose en obstétrique. Si on arrive à avoir une complication, c'est pas facile à gérer, c'est pas facile à régler ce problème quand il y a une complication de l'hypertension. Parce que donc, les signes qui apparaissent. Être vigilant et vérifier donc sa tension artérielle, voir donc un cardiologue. Son équilibre glycémique, son anémie, son état en matière de hématologique, l'hémostase, tout ça, s'il y a des varices, s'il y a beaucoup de ça, s'il y a une obésité, tout ça, on doit la connaître bien et le médecin spécialiste la connaît bien de telle façon à gérer. Parce que si on connaît tôt, on va faire arriver cette femme avec dans bonnes conditions au terme. C'est pas obligatoire qu'elle va faire des complications. Elle va faire des complications. Si elle n'a jamais vu de médecin, elle consulte à la dernière minute. Et c'est ça le danger. Donc je conseille que les femmes consultent tôt, très tôt, et le médecin doit être conscient, doit être vigilant aussi, de demander un bilan complet, un bilan rationnel, et de telle façon à faire non seulement un dépistage, mais aussi pour une prévention à long terme au cours des 9 mois. Docteur Berti, vous seriez peut-être d'accord avec moi qu'il y a des femmes qui ont un équilibre donc dans la vie, qui ont une vie saine, etc. Mais arrivé à la grossesse, se déclenchent parfois des pathologies comme le diabète pour certaines femmes qui ont quand même une vie équilibrée et qui font face à cette pathologie qui arrive soudainement et qu'on ne connaît pas au préalable. Écoutez, madame, notre société maintenant, elle s'approche de la société occidentale. C'est-à-dire les grossesses sont de plus en plus tardives. On a 30, 35 ans jusqu'à 40 ans. Donc, à partir de 30, 35 ans, la pathologie métabolique augmente. Et là, si on a un poids excessif, c'est-à-dire un BMI supérieur à 25, si on a un antécédent de diabète dans la famille, etc. Donc, on doit connaître si on n'a pas un diabète. Il y a des moyens de test. Vous voyez là, souvent, c'est un diabète qui accompagne juste la gestation.
Et ce qu'on appelle diabète gestationnel. Oui. Normalement, il commence à donner des manifestations à partir du 4e mois, c'est-à-dire 19-20 semaines. Mais si on a un antécédent de diabète dans la famille, une mère, une sœur, un père, etc., si on a une poids excessive, vous voyez là, si on a un dossier de gros enfants déjà dans le passé, sans connaître la cause, donc à ce moment-là, on doit faire un dépistage au début de grossesse. Très bien. Ah oui, au début de grossesse, il y a moyen de dépistage. Et il y a moyen de prévenir, justement, et bien sûr, la prévention, on commence par le régime. Oui. Très pauvre en glucides, très pauvre en graisse, très pauvre en radicaux libres, c'est-à-dire les boissons gazeuses, tout ça. Donc ça réduit les complications de ce diabète et fait arriver la patiente normalement à 9 mois le minimum de problèmes. En tout cas, si la pathologie est là, il y a toujours moyen de l'éradiquer au terme de la grossesse par un bon suivi. Améliorer le pronostic d'une grossesse, c'est la suivre dès le début. Oui. Et être vigilant, et aussi que la personne qui suit cette femme doit connaître son métier et doit être honnête dans son travail. C'est vrai. Et il ne faut pas qu'on fait un album d'échographie sans demander un bilan biologique. On ne peut pas savoir comment la glycémie évolue avec la grossesse. Parce que l'interprétation du bilan de grossesse est différente au bilan en dehors de la grossesse. Ce n'est pas la même chose. Il y a un changement, il y a une modification. Donc, cette personne qui suit cette grossesse doit connaître toutes les manifestations, tous les aspects du diabète. Comment évolue la glycémie à 2 mois, à 4 mois, à 8 mois, à 9 mois. Comment ça va retentir sur le bébé, sur le futur enfant. Et s'il ne connaît pas ça, comment il va suivre? Il doit connaître ça. Il doit être honnête dans son travail. Donc, et à ce moment-là, parce que la femme, elle va se confier à ce médecin. Elle lui fait tout ce qu'on fait. Il faut pas que... on me fait des misères au boulot. Voilà. Donc, c'est pas à 9 mois, il lui dit votre bébé est gros. Que faut-il faire? C'est pas à 9 mois qu'il va lui dire votre bébé il va faire 4 kilos. Mais où vous étiez quand il est à 3 mois, à 4 mois, à 5 mois, 6 mois? Donc là, il ne faut pas, la femme qui vous a été confiée à vous, il ne faut pas l'étonner à la fin de la grossesse. Oui, il faut vraiment, dès le départ, l'aiguiller. Parce qu'il a une confiance. Il y a une confiance. Voilà. Et c'est recommandé, de toute façon, c'est recommandé d'avoir le même médecin depuis le début jusqu'au terme. C'est l'idéal. Il ne faut pas changer de médecin. Oui. Parce que l'obstétrique, c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui veut voyager par bateau d'un endroit à l'autre. Très bien. Et je dois choisir le bateau. Je dois choisir le commandant de bateau, de bord. Je dois, même le climat, pour que j'arrive à l'autre rive en bonnes conditions. Oui. Mais si je choisis mal mon commandant, le bateau, il est de mauvaise qualité, il fait mauvais temps. Et je vais faire naufrage. Voilà. Je vais aboutir sur une épave. Tout à fait. Voilà, c'est ça. L'obstétrique, c'est comme ça. Tout à fait, docteur. En tout cas, revenons à la deuxième pathologie. Parlons un peu d'hypertension, s'il vous plaît. Oui, on va parler un peu de diabète. Il n'y a pas un gynécologue au monde qui n'est pas vraiment laissé une gravure dans son esprit des complications brutales de l'hypertension grossesse. Parce qu'il commence à faire souffrir le bébé. Elle risque de tuer le bébé. Et après, les complications de la mère, c'est le cerveau, c'est les yeux, c'est le cœur, c'est le rein. C'est ça qui font le foie. C'est ça ce qui fait complication de cette pathologie. C'est pour ça qu'on recommande aux femmes enceintes de diminuer la quantité de sel consommée pendant le cycle. Parfois, madame, c'est pas le problème, c'est pas un problème de sel. Un problème de réduire tout ce qui est radicaux libres. Très bien. C'est ce que je dis, c'est-à-dire consommer beaucoup d'antioxydants. C'est quoi? C'est-à-dire consommer beaucoup de légumes et de fruits de la saison. C'est ça, c'est très important. Et au début de la grossesse, la tomate est un elle est très riche en antioxydants. Oui, et c'est l'ennemi des radicaux libres. Et si on consomme ça, un peu de viande de la mer, aussi, c'est très important ça. Ça réduit les complications, ça retarde les complications de la grossesse et l'hypertension. Et ça aide la femme. Et voilà, ça évite, parce que c'est des complications graves, parfois mortelles. Il y a des femmes jeunes, de 20 ans, qui ont perdu son utérus, qui est devenu stérile après une complication d'hypertension. Et c'est ça le danger. Et c'est ça le message que je veux faire passer. Consultez tout, choisissez un bon médecin, honnête surtout, parce que s'il ne connaît pas, il est honnête. Parce que l'honnêteté est un élément très important dans la prise en charge de la femme enceinte.
En tout cas, docteur, vous teniez aussi à lancer un appel aux femmes par rapport au cancer du col de l'utérus. Souvent, les femmes, justement, qui passent par une grossesse ou une mauvaise grossesse, subissent des curetages, une série de curetages, qui peuvent peut-être être néfastes par rapport à la santé. Écoutez, au cours de la grossesse, il y a une petite diminution de l'immunité. Et je constate beaucoup ces derniers temps, 5 à 8 ans, qu'il y a beaucoup d'infections de ce virus HPV chez la femme enceinte, surtout au niveau des Pyrénées, etc. Ce virus-là, bien sûr, c'est le 6 et le 11, c'est bénin, mais elle peut être accompagnée d'un autre virus qui est méchant, qui peut donner un cancer. S'il y a une prédisposition, une lésion chronique du corps, etc., au cours de la grossesse, en diminuant l'immunité, cette infection devient une lésion. Et s'il devient une lésion, ça donne une lésion précancéreuse. Ça peut être précancéreux. Donc, il faut connaître son corps avant la grossesse. Il faut faire un frottis, une colposcopie s'il est indiqué après ce résultat de frottis. Suivre le col de la femme au cours de la grossesse. Regarder le col de la femme enceinte. Faire des frottis. On peut faire même des frottis au cours de la grossesse. C'est pas interdit, c'est pas dangereux. En tout cas, vous teniez un petit peu à lancer cet appel aux femmes vous suivez dans le CHU de Blida. Merci d'avoir fait le déplacement depuis la ville des Roses, Dr Berti Abdelwaheb. Il faut éviter les bains, les baignoires, l'ostagne. Ça, le virus, parce que c'est un virus très résistant, très méchant. Et avoir une alimentation saine. Équilibrée, C'était les mots-clés de cette séquence, dirigée par vous, Dr Abdelwaheb Berti. Merci de nous avoir fait le plaisir de parler de notre santé et de parler de la santé des femmes. Mesdames, si vous nous suivez tout de suite, nous allons entamer la dernière séquence de cette matinale pour revenir aussi sur justement la partie agroalimentaire qui, elle, est importante pour vous, pour nous tous. Et donc, l'avenir de l'agroalimentaire en Algérie est en discussion au Jazz Agro, salon international des professionnels de l'agroalimentaire, et un participant donc important à cette manifestation, également animateur du forum d'aujourd'hui, est parmi nous ce matin. À tout de suite. Merci. C'est une terre fertile et généreuse que cultivent depuis des années les frères Nassala. ورانا في دائرة القليعة بلدية شعيبة مستثمرة عائلية. Situé dans la wilaya de Tipaza, ces vergers d'oranges ont donné cette saison un rendement plus que satisfaisant. Et ce, grâce aux efforts acharnés de Nasreddin et toute son équipe. عندي 15 قطار لافاريتي واشنطن. انت شحال عندك ملي غرست هذا الفرجي؟ كاين اللي عندي 10 سنين 12 سنه 15 سنه كل عام انا بغرس هكذا كل عام نغرس شويه. نحيت اليوم فواياج وراني شفتها في السوق راهي فايض كبير. من على عامين ولا 3 والله رحنا للسوق السوق راه مبلوك بتشينا. Notre gouvernement algérien a mis en œuvre un plan de développement de l'agriculture en optant dans les années 90, fin 90 et début 2000, un plan, ce qu'on appelle un plan national de développement rural, développement agricole. Donc de là, donc, il a fait appel à tous les agriculteurs désirant de faire la culture de la plantation d'agrumes, en les avantageant avec différents avantages, du labour jusqu'à la récolte. Une fois le travail accompli, les oranges sont gorgées d'eau et de soleil. Mais reste l'étape finale, vendre sa récolte. Donc il y a des gens qui faisaient la Thomson, d'autres variétés non, je vois pas pourquoi. Et maintenant on est arrivé à une situation totale. Donc on arrive à une production stagnée de même période, mais par la suite il n'y a rien. Nos responsables, ils ont mal géré la situation parce qu'ils devaient faire quelque chose en parallèle, c'est-à-dire ce qu'on appelle les organismes d'accompagnement, c'est-à-dire les structures d'absorption de cette production. C'est vrai, le consommateur, mais attention, le consommateur ne peut pas prendre tout à la fois. Il faut ce qu'on appelle des organismes d'accompagnement. Des usines, par exemple, des usines de transformation, du jus, etc. Mais de la confiture. Malgré les contraintes que rencontre cette filière, l'agrumiculture a de beaux jours devant elle. Et comme dit le proverbe, abus de bien ne nuit jamais.
C'était là un reportage signé Meriem Moussaïd qui nous a emmenés à Qoléa à travers ces beaux vergers donc riches en agrumes. Et justement aujourd'hui nous continuons de parler du jazz agro comme je l'avais annoncé tout à l'heure. Un second invité nous a rejoint par rapport à cet événement très apprécié par les agriculteurs. Il s'agit de Mansef Bourkouk. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le président du club agriculture et agroalimentaire de la Chambre de commerce algéro-française. C'est à ce titre que vous interviendrez ce matin lors d'un forum, ou plutôt cet après-midi, lors d'un forum qui sera donc adressé aux professionnels de ce secteur. Et puis vous êtes également conseiller au commerce extérieur pour la France, expert référent du développement agricole plutôt, et en agro-fourniture. Vous avez aussi lancé plusieurs business de firmes services en nutrition végétale et animale en France et en Algérie. Et donc c'était pour le compte de grands groupes dans le secteur. Les groupes de grands groupes aussi sont présents au Jazz Agro pour cette nouvelle édition. Et cette nouvelle édition a été renforcée par ce travail scientifique, je dirais. Ce premier forum ou ce cycle de conférences, cette première édition. Oui, ce forum dans sa première version, puisque le Jazz Agro existe depuis une quinzaine d'années. Absolument, 17e. Mais en marge du Jazz Agro, il n'y avait pas d'événement support sur des thématiques techniques. Donc ce forum est une première version en la matière, avec pour thème d'actualité les questions centrales et fondamentales de l'avenir de l'agroalimentaire. Oui. En général, parce qu'il faudra quand même faire balayer ce qui se passe au-delà de nos frontières, et puis avec un focus exceptionnel et particulier sur ce même thème en Algérie. Absolument, avec une question clé donc, qui va revenir lors des débats. Quelle vision d'avenir pour l'alimentation et l'industrie agroalimentaire en Algérie? C'est bien cela. Donc en termes d'innovation, train socio-économique et technique, c'est bien cela. Absolument. La transformation des produits issus de l'agriculture, comme on vient de le voir, et c'est une forte demande qui émane des producteurs eux-mêmes, hein, donc ceux qui fournissent le marché en produits de l'agriculture. Donc la contribution économique de cette filière doit pouvoir s'émanciper. À un moment donné, on produira, tel que c'est le cas maintenant, sur beaucoup de filières. Le marché national ne pourra pas tout absorber en l'état. Il faudra, par la force des choses, naturellement se diriger vers la transformation, donc la valorisation des produits. Voilà. Et dans un second temps, se tourner vers des marchés d'opportunités à l'export, que ce soit avec le produit en l'état, donc un produit de l'agriculture, que ce soit avec un produit valorisé, donc un produit transformé. Donc les deux devront avoir une vocation secondaire vers une économie export. 720 exposants étrangers sont présents au Jazz Agro, donc à l'effet de provoquer peut-être des opportunités d'accompagnement des industriels algériens, des producteurs locaux. Donc j'imagine que c'est le premier objectif de cette rencontre. Est-ce que vous êtes d'accord ? Moi, je suis absolument d'accord parce que c'est une logique fondamentale. Donc oui, les exposants sont là. Hein. De toute façon, c'est un chiffre, 700, une trentaine de nationalités ou un peu plus, avec un top 5 quand même sur des pays de légitimité, parce que c'est des pays historiques dans la contribution à l'économie nationale dans ce secteur, dont l'Algérie. Souvent autour du bassin méditerranéen. Oui, l'Algérie. Voilà. Bon, là, en plus de la Chine. Oui, la Chine est un partenaire qui est fortement présente. Fortement présent dans ce domaine. Et sinon, quand même une trentaine de nationalités, c'est pas mal parce que ça ne devient plus un salon, ça devient un vrai carrefour. Parce que les uns et les autres sont là pour des opportunités d'affaires. Parce que c'est pas un salon philanthropique, hein, donc les gens sont là pour créer de la richesse, pour créer de la valeur, pour gagner de l'argent, et c'est tout le mal qu'on espère pour tout le monde, mais également pour venir un peu s'enquérir de l'environnement du business. Voir le marché algérien. Le marché algérien, voir ses caractéristiques, ses besoins également, donc pour pouvoir se placer, j'imagine, en qualité d'investisseur. Se positionner, et puis pour les plus pertinents et les plus
chanceux, trouver un partenaire local qui puisse leur faire gagner du temps dans l'investissement en Algérie ou aller voir des marchés ailleurs qu'en Algérie, par exemple en Afrique, ensemble. Hein. Oui, en tout cas, vous-même, vous êtes investisseur, vous avez osé l'investissement en Algérie, je dirais, avec des partenaires, certainement, etc. C'est dans le domaine de la nutrition animale et végétale que vous, et pas seulement ça, les métiers liés à l'agroalimentaire en général. Oui, agriculture et agrofourniture, oui, en agriculture, j'ai osé, j'ai évolué. J'ai évolué tout naturellement dans un environnement local qui pousse, qui offre beaucoup d'opportunités pour ceux qui ont un petit peu de courage et de patience, et beaucoup d'humilité au sens large, hein, qui offre beaucoup d'opportunités. Très peu de pays aujourd'hui, j'ai la chance de voyager, d'avoir beaucoup voyagé, même vécu à l'étranger, et peu de pays ont aujourd'hui autant d'atouts en réserve. Quand je dis en réserve, ça veut dire des atouts qui n'ont pas encore été complètement exploités, avec une position géostratégique, un environnement, un écosystème pédoclimatique exceptionnel qui permet de produire toute l'année, et puis toute une batterie de mesures d'accompagnement pour investir avec des avantages fiscaux, parafiscaux, etc. Bon, tout ça gagne en maturité. Gagner en maturité, demande à être performé, mais il faut reconnaître que tout ça existe déjà et est exploitable. Dans votre exposé aujourd'hui, vous allez axer l'intervention sur les leviers justement à mettre au point, ou les leviers qui vont un petit peu dynamiser ce secteur et aussi offrir des aspects novateurs, aussi un développement qui alignerait au diapason mondial la production algérienne. Oui, nous on a voulu cette première version ou édition de ce forum, parce qu'on espère qu'il y en aura d'autres, que ce soit pendant ce salon ou d'autres salons, parce qu'il n'y en aura jamais bien assez. J'imagine, il faut qu'on arrive à parler du secteur, de tous les secteurs, pour pouvoir accompagner intellectuellement l'investissement, que ce soit pour les locaux ou les étrangers, investissements directs étrangers qui sont intéressés par notre pays, par l'investissement dans notre pays. Donc on a voulu le premier format, je ne dis pas que c'est un format qu'on gardera, on l'a voulu en deux parties. Une première partie avec des interventions, notamment celle de Sidi Ahmed Farouchi, ancien ministre de l'Agriculture et spécialiste, enseignant également. Et un agroéconomiste reconnu, avec un thème central autour de la question de l'avenir de l'agroalimentaire, et à l'étranger et dans le pays, parce qu'il faut continuer à nourrir les hommes en général, pas que les Algériens. C'est important, c'est vital même. Pas que les Algériens. Et après, toujours dans cette première partie, il y a un représentant du ministère de l'Agriculture qui va nous parler de réalité, de chiffres, d'investissement, de production, etc. Et qui va balayer tous les secteurs sous la coupe du ministère de l'Agriculture, ça veut dire les productions agricoles, la pêche, et les forêts. Il y a un représentant du ministère du Commerce qui lui va parler de réglementation, de contrôle, de qualité, protection de santé publique humaine, quand je dis qualité, et protection de l'environnement. Et après, nous allons avoir un représentant d'Algex et de l'ANDI qui vont nous parler de batterie et de mesures d'accompagnement à l'export. L'ANDI qui est un organe justement de développement de l'agriculture. Organe central, guichet central, organe central qui est un point focal pour ceux qui veulent investir dans le pays, dans la valorisation des produits, quel que soit le secteur d'ailleurs. C'est pas que l'agriculture en ce qui concerne l'ANDI. Voilà, en tout cas, dans certains secteurs agricoles, on dénombre un certain surplus. Il y a des producteurs qui sont quand même dépasser justement la barre de la suffisance, qui se plaignent aussi d'avoir des surplus. On voit que l'un des objectifs de la Jazzagro, c'est de conquérir des marchés étrangers au Moyen-Orient, un petit peu, je dirais, au Maghreb aussi, en Afrique de manière générale. Donc, est-ce que vous, en tant que conseiller et référent, il vous arrive de conseiller justement des marchés à ces personnes? L'exportation serait peut-être une solution.
Oui, alors ce qu'il faut savoir, et c'est le cas de le dire, surtout cette semaine, c'est que en ce qui concerne l'Algérie, ou les Algériens, entrepreneurs, investisseurs dans ce secteur en particulier, il y a une transversalité des flux, donc il y a une mondialisation, il y a un monde au-delà de nos frontières. Les Algériens, entrepreneurs, investisseurs l'ont compris. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont partis au Gulf Food la semaine dernière. On en a beaucoup parlé dans la presse, il y a une forte présence algérienne. Il y a eu une forte présence, il y a eu des contrats qui ont été conclus, des contrats très importants avec Dubaï, la ville de Dubaï. D'autres qui sont en ce moment même au Salon de l'Agriculture à Paris, avec une forte présence algérienne, une exceptionnelle forte présence algérienne qui va étaler nos produits de qualité pour aller les montrer à ceux qui seront susceptibles d'être intéressés. Mais il y a également une forte affluence d'étrangers, cette fois-ci, pour le marché algérien. Donc tout ça pour dire que le monde bouge et tant mieux. Donc on va chercher le partenariat, on va chercher l'innovation, on va chercher l'opportunité, on va chercher la bonne idée ou la chance, mais on va la chercher au-delà de nos frontières comme ici. Pourquoi aujourd'hui on a voulu justement ce forum en deux parties? Parce que la deuxième partie, elle va plus cibler la question chiffre ou réalité, elle va cibler plutôt des questions d'investissement un peu plus globales. Donc il y aura des panélistes qui vont se prêter à ce jeu d'échange, nous l'espérons riche. Oui, j'espère que le forum sera riche en débats fructueux qui apporteront justement leurs fruits au terme de cette rencontre qui s'étalera jusqu'au 29, c'est bien ça? 26? C'est du 25 au 28. 28. Jusqu'au 28, donc c'est du 25 au 28. Vous aurez l'opportunité donc de conclure peut-être de nouveaux, plutôt de conclure de nouvelles affaires, je dirais, des contrats. Des affaires, il y en aura toujours et pour tous. Ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps, je l'ai retenu parce que je me suis surpris moi-même, c'est que l'Algérie est un pays de beaucoup de business, quels que soient les secteurs, surtout le secteur de l'agriculture. C'est un secteur émergent. On n'est pas obligé d'atteindre un certain niveau de qualité, de quantité pour regarder l'export. Donc ce secteur est devenu un secteur d'opportunité pour l'export par la force des choses, parce qu'on a une vraie offre produit, donc un pays de tous les business, mais pas pour tous les businessmen. Oui, peut-être bientôt. Peut-être bientôt. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Monsef Bourkouk, de nous avoir accompagnés ce matin, d'avoir parlé un petit peu de votre passion pour l'agriculture. Bon vent pour le forum tout à l'heure, c'est à 14h, salle Ali Maachi. Donc SAFEX, donc bon vent pour les débats qui vont suivre et qui vont détailler la question que nous venons d'évoquer ce matin autour de l'avenir de l'agroalimentaire en Algérie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin, passez une excellente journée et avec la suite des programmes de Canal Algérie, j'espère.